Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire donc une nouvelle vidéo concernant les RCS du module de commande, du module de service pardon. Donc on va commencer par baisser le son du jeu. D'accord, donc là on est dans le cockpit sur le panel relatif Apollo 7, au Houston, contrôle for Carnarvon. électrique des RCS. You will not Alors need déjà a comment state sont organisés medical les aid. RCS? C'est très bien expliqué dans le document de Nulantou. Nous avons 4 groupes de RCS, 4 groupes qu'on va appeler 4 quads. Pourquoi? Parce que quad pour 4, puisqu'on a 4 tuyères, 4 éjections de gaz dans 4 sens différents pour chaque quad. On a 2 quads sur l'axe Z, 2 quads sur l'axe Y et 2 quads, et puis c'est tout. Et alors on va nommer ces quads comme si on se plaçait à l'arrière du vaisseau et qu'on tournait dans le sens des aiguilles d'une montre A, B, C, D. Donc A, B, C et D. On va aller voir ça en vrai. Voilà, donc le dessus c'est celui-là. Quad A, quad B, quad C et quad D. À chaque fois on va numéroter les tuyères qu'il y a dessus. Comme si on se plaçait au-dessus avec le nez de l'aéronef vers le haut. Et ensuite on va dire 1, 2, 3, 4. Même chose ici, du coup, ça va être 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà pour ce qui est des RCS de service quant à leur disposition. Alors du coup, ici, on a un affichage qui fait pleinement référence. Hein. A1, C1, A2, C2, B1, D1, B2, D2, etc., etc. Ici, on a leur mouvement. Donc ici, roulis en utilisant uniquement le A et le C. Roulis uniquement en utilisant le B et le D. Ici le pitch, c'est-à-dire lever le nez ou piquer du nez. Et yaw, c'est-à-dire le lacet. Alors, évidemment, le lacet, par exemple, prenons l'exemple du lacet. euh, pour faire un lacet, il va falloir qu'on utilise, par exemple, euh, ce RCS-là, d'accord, qui va provoquer une rotation, si je mets comme ça, vers la droite, en lacet, et ce RCS pour accompagner, pour équilibrer de l'autre côté. Du coup, ça va être le B2 et le D4. Alors, pourquoi est-ce qu'on a AC roll et ici BD roll? En fait, le roulis, qui correspond à ce mouvement-là, ici autour de l'axe X, peut se faire soit en poussant avec, par exemple si on voulait rouler vers la droite, en poussant avec A1 et C1, mais on peut aussi choisir de pousser avec D1 et B1. On peut aussi choisir de pousser avec A1, B1, C1 et D1, auquel cas ce sera 2 fois plus fort que si on utilisait seulement 2 quads. Voilà, donc on peut choisir des couples de quads, des binômes de quads, ou bien les 4, en fonction de comment est-ce qu'on va les activer, ici. D'accord? Concernant le système de source, bon alors en dessous on nous indique les axes auxquels s'appliquent les quads, donc tous les quads qui vont participer à ces rôles sont sur euh, l'axe Y, ensuite BD roll sur l'axe Z, et ensuite ici on est sur l'axe X. En revanche, ce que vous voyez à côté, 11, 21, 12, 22, 23, etc., etc., c'est la nomination des RCS du module de commande uniquement, et on verra pas ça dans cette vidéo. Donc pour l'instant, ne vous en occupez pas de ces chiffres. Pour chaque RCS, on va pouvoir lui demander à partir de quelle source de courant il veut être alimenté, soit par main A, soit par main B. Donc par exemple, la configuration, on va dire, par défaut, qui est
préconisé par la NASA, ça va être bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Ici c'est bas, bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas. Voilà, donc cette configuration là, c'est la configuration, on va dire préconisée par la NASA, puisque dans cette configuration, si jamais on a une panne de MNA ou de MNB pendant la manœuvre, on a encore un minimum de contrôle sur le vaisseau. En réalité, il y a une deuxième sécurité. Il y a une deuxième sécurité qui vient, quelle que soit la disposition dans laquelle vous avez mis vos RCS. C'est quelque chose qui est très pratique parce que du coup on évite tout accident. En fait, le système du joystick d'Apollo est capable de surpasser toutes les sources de courant qu'on lui demande ici. C'est-à-dire que tout en utilisant les batteries en fait, on est capable grâce au joystick de contrôler les RCS même si on éteint toutes les commandes. Même si on coupait MNA et MNB, ici par exemple, regardez, je vais couper hop hop MNA et MNB, celui-ci aussi, je peux encore contrôler mes RCS. La seule chose que je ne peux en revanche plus contrôler, c'est tout le système de VAN, qui lui en revanche est dépendant des circuit breakers qu'on a ici. Alors comment fonctionnent maintenant ces RCS? Parce qu'on a vu leur disposition, mais maintenant comment est-ce qu'ils fonctionnent? Pour ça on va refaire un petit peu de théorie. On a sur ce tableau tous les interrupteurs qu'on va utiliser. Vous verrez qu'on observera aussi cet affichage. Si on part d'un système, alors on va commencer par le système de propulsion en fait des carburants. Parce que vous vous imaginez bien que le carburant n'est pas éjecté tout seul. Comment est-ce que le carburant peut circuler dans les conduits et être éjecté tout en réagissant, hein? Eh bien en fait il est mis sous pression. Il est mis sous pression parce qu'il se trouve dans des vessies. Ce sont les compartiments qui sont en bleu, hein, en vert bleu là, ici. Et en fait ce sont donc des vessies, donc des poches souples. Et ces vessies sont contenues dans un récipient rigide, qui est en jaune là. Et ce récipient va se remplir d'hélium. Et forcément, lorsqu'il se remplit d'hélium, la pression va augmenter à l'intérieur, ce qui va comprimer les vessies de carburant et du coup entraîner une surpression à l'intérieur des vessies. Le carburant va donc être sous pression et si jamais on ouvre la vessie, le carburant sort automatiquement. Il y a deux systèmes donc à ne pas confondre. Le système d'hélium qui pressurise le carburant et ensuite, j'y viens, le système d'éjection du carburant. On va commencer par le système d'hélium. C'est très important de ne pas les confondre, même si on pourrait à première vue penser par exemple que cette valve, si on ne fait pas attention, on pourrait la confondre avec celle-ci, et pourtant c'est pas la même. Donc l'hélium est contenu, alors pour chaque quad, on a un groupe primaire et un groupe secondaire. Le groupe secondaire est esclave du groupe primaire. En fait, vous verrez que quand on active les boutons d'ouverture ou de fermeture des vannes, de la ligne des primaires, les secondaires vont s'ouvrir aussi et se fermer aussi, avec, sans qu'on ait besoin d'y toucher. Donc ils sont esclaves des carburants primaires. Ensuite on a aussi deux groupes d'hélium, puisqu'il faut un groupe d'hélium pour alimenter le secondaire et pour le primaire, hein, forcément. Chacun avec sa valve, open, close, à chaque fois. Chaque valve sera indiquée, l'état de la valve sera indiqué par un barber pole. On a des clapets d'anti-retour, des soupapes de sécurité et des vérificateurs de débit qui fonctionnent en parallèle avec tous les indicateurs, hein. Voilà, et ça 4 fois. On va retourner dans le cockpit pour expérimenter un peu tout ça, parce que tous ces affichages concernant l'hélium, ils sont là. Vous voyez que on a écrit SMRCS, donc pour Service Module RCS, Réaction Contrôle Système, Hélium 1,
hélium 2 pour le quad A, pour le quad B, pour le quad C et pour le quad D. Ensuite, aligné en dessous, on a les valves de carburant. Celles-ci, on les a pas encore vues, on verra ça après. Déjà concernant l'hélium, donc on peut fermer une vanne ou la deuxième. Les vannes ne sont pas esclaves en ce qui concerne l'hélium. C'est très important. En revanche, regardez, elles le sont en ce qui concerne le carburant. Donc ici, il faut comprendre que l'hélium 2 n'est pas un système secondaire. C'est simplement un deuxième réservoir pour en avoir plus. Mais ils peuvent travailler différemment. Ils ne sont pas esclaves l'un l'autre. Donc si je les réouvre... En fait, du coup, si jamais, par exemple, mettons, je coupe l'arrivée d'hélium. Si ensuite, j'allume les gaz, je vais vider forcément la vessie de carburant, puisque j'utilise le carburant. Et donc en fait, si j'ai coupé l'arrivée d'hélium, petit à petit la vessie elle va diminuer en volume forcément, puisque j'enlève du carburant et qu'elle est élastique, elle est souple. Euh, donc il va y avoir plus de place, elle va rétrécir en volume, et donc il va y avoir plus de place dans le réservoir rigide pour que l'hélium se distende. Et comme on aura coupé l'arrivée d'hélium, il n'y aura pas d'hélium qui va venir pour compenser. Du coup, petit à petit, l'hélium qui va se distendre parce qu'il va prendre de la place va perdre en pression, jusqu'au moment où il sera plus assez en pression pour éjecter les carburants, le carburant. Et à ce moment-là, ce sera la catastrophe. On aura des alarmes dans tous les sens et il faudra remettre la pression. Heureusement, la remise de pression, vous allez le voir, arrive très vite. On va tout de suite faire cette petite expérimentation qu'il ne faut pas s'amuser à faire en vrai. On va prendre par exemple le quad C, au hasard. Alors vous voyez que les afficheurs se sont activés ici, parce qu'on était sur les afficheurs du commande module, et évidemment on n'a pas activé les RCS du module de commande. Si je passe en C par exemple, donc ici on a la température en degrés Fahrenheit, du package, PKGC pour package, le package c'est le quad, d'accord? Température du quad, d'un quad entier. Ensuite la pression en hélium, et ici la quantité de carburant sur le dessus, et en dessous la température du tanker d'hélium. Bref, donc si je coupe l'arrivée d'hélium sur le quad C et que j'accélère le temps, observez ce que vont faire les pressions d'hélium. Ah oui, il faut bien évidemment que j'allume le carburant. Alors le quad C, ABC, il est en dessous. Vous voyez que la pression diminue sensiblement et l'alarme sonne. L'alarme sonne, je vais aller l'éteindre tout de suite. Euh, donc on a baissé considérablement la pression. Vous voyez qu'elle est très en dessous de la zone verte. Hop, je coupe l'alarme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Service module RCS-C. Ça nous indique qu'il y a un dysfonctionnement sur le RCS-C. Qu'est-ce que je fais? Regardez bien la pression, je vous le dis, je vais réouvrir les vannes d'hélium. Donc regardez bien ce que fait la pression. Hop, elle remonte. C'est immédiat. C'est immédiat parce que, en fait, l'hélium est sous telle pression que, bon, c'est un gaz très léger et il va arriver à très grande vitesse et très rapidement reprendre sa place, son volume. Bon, alors le vaisseau tourne dans tous les sens, hein, c'est pas grave, c'est pour le scénario. Donc je vais quitter et réouvrir un scénario propre pour qu'on arrête de tourner dans tous les sens. Hop. Donc tout ça c'est des scénarios qui ont été préétablis par le créateur du tutoriel, hein, des scénarios qui nous placent dans des situations parfaites pour tester plein de systèmes. Alors, hop, je vais couper le... Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du système d'hélium. On a vu qu'il est très bien simulé, on va repartir sur les affichages ici. On a eu cette baisse d'hélium significative, et quand on réouvre les vannes, ça revient. Alors, je veux juste revenir sur ce que je disais concernant le joystick. Le joystick, donc si jamais on a effectivement une panne de courant,
ce qui équivaudrait à ce que je coupe ici les circuit breakers, je peux quand même utiliser le joystick. À condition en fait d'avoir activé ici le mode direct. Si le mode direct est en off, vous voyez que là, je suis en train de toucher à mon pavé numérique, j'ai aucun, aucun, aucune réponse. Alors on verra les modes direct et normal du joystick dans une autre vidéo, pourquoi pas la prochaine sur les RCS du module de commande, mais pas pour le moment. D'accord, donc maintenant passons au système interne qui contrôle le carburant lui-même et non plus l'hélium. On va retourner faire un peu de théorie. Ça c'est pas ici. Voilà, on se place ici. Voilà où on se situe. Alors là pour l'exemple c'est le quad B, mais de toute façon ils sont tous pareils, hein. Nous avons premièrement les sources de courant. Main A, main B. Le courant va pouvoir circuler pour arriver aux interrupteurs open-close. Ces interrupteurs open-close qui sont accompagnés d'un barbar-pole. La correspondance sur le cockpit ici, ce sont ceux-là. Open, close, ABCD, ABCD, open, close. Sachant que l'esclave pour le secondaire, il est relié et il est là. Donc bien entendu, vous voyez que le courant va dans ce sens. Il va dans ce sens. Et il passe par l'arrière, entre guillemets, de l'interrupteur. Ce qui fait que ça l'active. C'est pour ça qu'il est esclave. D'accord? Et on ne peut pas utiliser l'interrupteur pour revenir dans ce sens. C'est bien pour ça que si jamais ici j'utilise l'interrupteur du secondaire, l'interrupteur primaire ne va pas réagir. Pourquoi? Parce qu'on a ici cette petite diode qui va empêcher le retour du courant. Regardez, si j'utilise le secondaire ici, il se passe absolument rien. En revanche, ici, oui bon alors attendez, parce qu'il faut que je réactive évidemment les circuit breakers que j'ai coupés. Ici, pas de réponse, alors qu'ici, j'ai une réponse. Donc ça montre bien que les valves du système secondaire sont esclaves des premières. Je repasse ici. Donc, à chaque fois, on a la source électrique main A et main B qui va euh, être, euh, soumise à la fermeture des circuit breakers 5. Ce sont ceux que j'avais ouverts tout à l'heure. Vous vous souvenez que ça n'avait plus fonctionné quand ils étaient ouverts. Ensuite, le courant donc passe par cet interrupteur qui est signalé par un barber pole et qui va venir, mince, et qui va venir alimenter les valves qui sont ici pour les ouvrir. À partir de ce moment-là, le carburant qui est sous pression grâce à l'hélium va sortir. Ici, on a encore un clapet anti-retour et il va venir ici euh, pour alimenter le quad. Voilà. À côté de ça, on a ici un circuit secondaire avec les quad 6. Alors je vais vous montrer à quoi est-ce qu'ils correspondent ces quad 6. C'est circuit breaker 6, ce sont ceux qui sont là. Eux en fait, ils servent lorsque l'on veut utiliser les RCS en automatique. Parce que par exemple, grâce à l'ordinateur de bord, on demande à faire un taux de rotation particulier. Dans ce cas-là, on demande à l'ordinateur de bord d'utiliser les RCS en mode logique et on passe par les circuit breakers 6. À côté de ça, on a un système de radiateurs dans les quads, dans chaque quad. Ce système de radiateur, on a ici la source de courant, donc main A, qui va passer par le circuit breaker B qui est ici, sachant que les circuit breakers qu'on a ici correspondent à ceci, ici. On voit réaction contrôle système, service module heaters, ce qui veut dire service module chauffeur quoi. Ensuite, on voit que les quads A et C sont alimentés par main B et les quads B et D sont alimentés par main A. Voilà, donc on a deux sources différentes pour les quads. Encore une fois, comme ça, si jamais on a une panne sur main A, par exemple, on a encore deux quads en service. Comme je vous disais au début, dans un polo, tout est doublé pour plus de sécurité.
Ensuite, on peut sélectionner le système de refroidissement, de réchauffage, donc soit le primaire, soit le secondaire, qui fonctionnent tous les deux très bien. Et on a un système évidemment de relevé de température à ce niveau-là. On va pouvoir choisir le quad qu'on veut et ensuite ça nous indique la température de l'hélium ou la température euh, du quad seul. Donc si je repasse ici, si par exemple je décide de couper les radiateurs de tous mes quads. Bon, on va dire uniquement du quad B. Voilà, là je suis en quad B. Alors, ça se fait beaucoup moins rapidement que la baisse de pression, qu'on avait vu tout à l'heure avec l'hélium. Néanmoins, si j'accélère le temps, vous verrez une légère baisse. Ça met un peu plus de temps. C'est ici qu'on regarde. Petit à petit, ça diminue. C'est pas flagrant. Non mais genre. Voilà. Donc là, ça a diminué. Et puis, on est sorti de la zone verte. On est sorti de la zone verte, donc forcément, l'alarme s'allume. L'alarme s'allume. Alors, on est tout juste sorti, donc il n'y a pas encore d'indication lumineuse. On va encore accélérer un petit peu le temps pour voir encore un petit peu la diminution. Voilà. Enfin bref, donc on a cette diminution de température. Vous voyez bien que tout à l'heure on était pratiquement à la deuxième radiation. Si maintenant je réouvre la radiation, je réaccélère le temps, vous allez voir que ça va remonter tranquillement jusqu'à sa valeur euh, d'origine. On va quand même prendre le temps de couper l'alarme là parce que... Voilà. Ok, donc là on est remonté. Vous voyez qu'on voit un petit peu terre en dessous. Bon, je suis désolé pour les petits freeze et tout. En fait, Apollo n'aime pas du tout, euh, les accélérations temporelles. À la rigueur, jusqu'à 100, ça va encore, mais fois 1000, c'est pas possible. Ce qu'il faut déjà en plus, c'est modifier un petit fichier. Je vous expliquerai dans la description pour enlever les petits bips et la petite messagerie de routine. Que je l'ai pas fait, mais il faudrait le faire. Bon, alors, ok, donc là on a pu tester le bon fonctionnement des radiateurs. Donc effectivement, vous avez vu qu'il a fallu que j'accélère en x1000 pour avoir un déplacement significatif de l'indicateur. Donc c'est pas catastrophique non plus. En revanche, ça met un peu de temps à revenir, donc il ne faut pas non plus trop attendre. Euh, voilà pour ce qui est des radiateurs. Donc, si par exemple je coupe ici mes RCS, forcément lorsque, là, donc là je touche au pavé numérique, je n'ai aucun contrôle tous les switches de la ligne auto RCS sur la source main A. C'est sûr que c'est plus simple, ça marche en rotatif comme en translatif. En revanche, il faut faire attention que dans ces conditions-là, si jamais on a une panne sur main A, ça va être un petit peu problématique. Surtout si à côté de ça, en fait, ça dépend de où se situe la coupure. Si c'est simplement une coupure après la source de courant, c'est pas grave parce que, comme je vous l'ai expliqué, on a toujours le manche pour secourir. En revanche, on n'aura plus nos valves. Mais si jamais c'est une panne de la pile à combustible, dans ce cas-là, de la pile à combustible qui alimente A, dans ce cas-là, il faut prendre le temps de passer tout sur B et on peut perdre des précieuses secondes. Parce que oui, la panne de source de courant peut venir de plusieurs endroits. Ça peut être un fil sectionné ou carrément la pile à combustible. Si c'est la pile à combustible, même le manche ne fonctionnera pas. On va faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire en mission, mais là on s'en fiche, c'est pour le test. Je vais couper les piles à combustible. Là j'ai tout coupé. Donc là il n'y a plus d'électricité dans le vaisseau. Il y a juste les batteries, mais les batteries ne sont pas utilisées. Et je vais même carrément fermer les réactifs pour bien que vous voyez qu'on a... Ah oui, alors, bien sûr, révision du premier examen, de la première séance. Si jamais je veux pouvoir toucher au réactif, il faut ici que j'engage les circuit breakers. Donc, si je coupe carrément
hop, là j'ai carrément plus de piles à combustible du tout. Et elles pourront... Bon, dans Apollo, comme je vous ai dit, ils se sont autorisés le droit de les faire redémarrer, mais en vrai, on peut carrément plus les redémarrer. Là, il est évident que là, je touche à mon pad numérique, croyez-moi qu'il n'y a rien qui répond. C'est normal. Euh, Là, même mon manche n'est plus alimenté. Je redémarre les piles à combustible. Et je réalimente, comme il se doit, les systèmes électriques. Bon là évidemment j'ai des indicateurs partout, euh, le BUS1 aime pas ça et Mainbus A non plus. En tout cas, là maintenant j'ai un contrôle de mes RCS. Voilà. Concernant ensuite le petit panel 2, encore quelques petites bricoles à vous faire part. Ici on a un bouton qui s'appelle Trans Control Power. Translation Control Power. En fait c'est tout simplement pour activer la translation. Dans Orbiter de base, en fait, la touche slash comprend deux choses. La touche slash comprend utiliser le manche manuel et passer le vaisseau, pardon, utiliser le manche en translation par exemple et passer le vaisseau en translation. C'est ce qui se passe par exemple dans le Delta Glider 4. On peut s'imaginer que dans le Delta Glider, il y ait par exemple un bouton, un joystick pour la translation et un pour la rotation. Ce qui n'est pas le cas, il n'y en a qu'un seul pour les deux. Mais imaginons. Et bien dans ce cas-là, le slash, en fait, nous, c'est très simplifié dans le Delta Glider parce que en même temps, on demande au pilote d'utiliser le joystick en mode translation et de passer le vaisseau en translation. En fait, dans Apollo, ça c'est divisé. On a d'un côté de quoi passer du manche fait pour la translation au manche fait pour la rotation, et d'un autre côté, le bouton qui sert à passer le vaisseau en translation et le vaisseau en rotation. C'est deux choses, donc pour quelqu'un qui est habitué à Orbiter, c'est un peu dépaysant. Donc d'un côté, avec la touche slash du pavé numérique, on va pouvoir passer du contrôle translation au contrôle rotation en changeant en fait la main de manche, en fait, hein, pour faire une image. Et ici, on va passer le vaisseau en translation où on va inhiber la translation. Pour ce qui est de la translation, on n'a qu'un seul bouton, c'est celui-là. Off, là il n'y a plus de translation. Là vous voyez, je touche au pavé numérique, aucune réponse. Si je repasse là j'ai de la réponse. Concernant la rotation, en revanche, c'est un peu plus compliqué, on a tout ça. Tout ça, en revanche, c'est pour contrôler la rotation. Par ailleurs, si vous voulez utiliser euh, tout ça en manuel, il va falloir que vous activiez ici SCS. Là, par exemple, je suis pourtant... euh, euh, tout est bien activé. Je suis en SCS compte CMC. J'ai aucune réponse quand je touche à mon pavé numérique. En revanche, si je passe en SCS, là tout de suite, j'ai une réponse. Donc SCS manuel, CMC automatique. Pourquoi automatique en fait? Enfin c'est pas vraiment automatique en fait, c'est esclave de l'ordinateur de bord. Et ensuite, l'ordinateur de bord, on peut lui demander d'être en automatique ou en libre. Nous allons maintenant passer en haut sur ce petit affichage. Alors ce petit affichage est très intéressant parce qu'il nous permet par exemple de voir l'accélération qu'on va appliquer à notre vaisseau. Le delta V. Pour ceux qui jouent déjà à Orbiter, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça va être la différence de vitesse entre le moment où on démarre la poussée et l'instant T où on choisit d'observer à quelle vitesse on a accéléré. Donc, delta V, hop, ici on est à 0,0. À côté de ça, on va expérimenter ce qu'on appelle un Hull-Edge. Pourquoi un Hull-Edge? Eh bien parce que, en fait, si vous voulez, contrairement au Delta Glider par exemple, ou tous les vaisseaux d'orbiteurs qui sont très simplifiés, dans Apollo, il y a un petit paramètre à prendre en compte, et quand on y pense en fait, effectivement, c'est pas con, c'est que le carburant aussi, il est en apesanteur dans son réservoir. Et lui, il n'est pas mis sous pression dans une vessie, le carburant du réacteur principal. Il est dans un récipient rigide. Et du coup, pour que ça fonctionne, il faut plaquer le carburant contre la sortie du récipient. Cette sortie est à l'arrière du récipient. Du coup, il faut donner une petite poussée avec les RCS vers la poussée vers l'arrière, et donc, par réaction, notre vaisseau va avoir un petit mouvement vers l'avant, comme un petit sursaut vers l'avant, et ce sursaut va plaquer par inertie le carburant
au fond de son réservoir contre la sortie de carburant. Donc pour ça on utilise le bouton qui s'appelle Direct Ullage. Mais comme partout, comme je vous ai expliqué dans le système Apollo, c'est comme ça partout, le système électrique de Ullage est sécurisé par un circuit breaker. Ce circuit breaker, il s'appelle Direct Ullage, il est ici, Direct Ull, et j'appuie, hop, ici. Tant qu'on est sur le panel ici des circuit breakers, vous voyez qu'on est dans la catégorie stabilisation et contrôle système. Si on coupe ici les circuit breakers, pitch, yo, MNA, MNB, tout ça, on n'aura plus de réponse de la part des RCS. Vous voyez, là j'ai plus de réponse de mes RCS. Même en passant par le joystick, hein, là c'est mort. Et là en revanche j'ai du contrôle. Donc ici on coupe avant le joystick et ici on coupe euh, euh, après le joystick pour les... Ça ce sont les vannes, d'accord, comme je vous ai expliqué. Donc là ici on s'occupe que des vannes et ici en revanche on est avant le joystick. Je profite qu'on est ici avec Direct Ullage pour passer donc sur cette ligne. Parce que on a aussi ici de quoi contrôler le joystick plus précisément. Ici on va être avant le joystick mais uniquement concentré sur l'ouverture des vannes en fin de course qui sont quand même on va dire prioritaires sur le joystick. Pourquoi? Parce que ce sont les vannes qu'on va retrouver donc sur le schéma, on va y venir ici, ce sont les vannes qui sont là. Si en revanche on revient ici, ici en revanche c'est bien le joystick qu'on va couper. Je vous rappelle, contre direct, le direct c'est ce qui est ici, c'est le contrôle rotatif qui se trouve ici, direct. Et c'est lui qui va nous permettre de contrôler le vaisseau. On remet tout ça, on remet les Ullage aussi, puisqu'on va revenir sur notre fameux Ullage. Donc le Ullage, on va appliquer une petite poussée sur les 4 quads, plus précisément sur leur RCS numéro 4. Je vous rappelle la disposition. Un RCS 4, c'est un RCS qui se trouve vers l'arrière, puisqu'on fait 1, 2, 3, 4. Et donc en appliquant une petite poussée sur les 4 quads, et plus précisément sur leur RCS numéro 4, on va donner un petit sursaut vers l'avant au vaisseau qui va plaquer le carburant vers l'arrière de son réservoir. On n'a qu'à appuyer sur Direct Ullage. Et vous voyez que ça allume ces petits RCS. À côté de ça, regardez ici, nous avons notre delta V qui augmente. Donc là, on prend, ça c'est la valeur en mètres par seconde, selon laquelle nous sommes en train d'accélérer. Sachant qu'on accélère sur l'axe XY, forcément, puisqu'on utilise les RCS 4. Vous pouvez cependant observer ici qu'il y a des rotations parasites. Surtout si j'accélère le temps. Pardon, c'est d'ailleurs pas ici qu'on les regarde, c'est ici, je fais n'importe quoi. Vous voyez qu'on se met à tourner comme ça. C'est n'importe quoi. Il est évident qu'on n'est pas censé, on n'a pas demandé à appliquer une force appliquée comme cela. Je vais couper le ledge, hein, c'est bon. Pourquoi ça? Eh bien parce que Apollo, enfin NASSP en tout cas, simule très bien, comme dans Apollo, les petites poussées parasites. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur une machine parfaite. Même si c'est une merveilleuse machine, je vous l'accorde. Donc, si on applique une poussée avec nos RCS, on aura toujours un petit peu de parasites qui feront qu'avec le temps, on va se mettre à avoir des rotations non voulues, même si on est en translation, quoi. Donc attention à ça, c'est pour ça que c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que dans orbiteur natif, pour faire par exemple des arrimages. En plus de ça, le killrot, ça n'existe pas vraiment, on peut tricher mais ça n'existe pas. Donc si on veut faire un amarrage, on va avoir le vaisseau d'en face qui lui aussi va avoir des petites rotations parasites et c'est extrêmement compliqué.
Donc voilà pour ce qui est des RCS, on a parlé un petit peu voilà, de ça, de rotation parasite, de comment est-ce qu'ils fonctionnent, de comment est-ce que les vannes se comportent, comment est-ce que leur système électrique se comporte. On a plusieurs moyens de couper nos RCS. On coupe ici au niveau des valves et du ledge. Ici on coupe directement le, mince, oui, le manche. Et ici on va couper directement les vannes d'entrée et de sortie, sachant que ces vannes sont surpassées en priorité par celles-ci, les vannes du SCS, Stabilization and Control System. Voilà, donc c'était tout pour les RCS. Donc je vous propose comme d'habitude, de vous entraîner, euh, grâce à ma vidéo, de vous entraîner en même temps que je publie mes vidéos. Ça nous permettra d'avancer ensemble puisque moi-même je revois les bases en faisant ces vidéos et je découvre certaines choses. Voilà. Sur ce, pour le mot de la fin, on va juste refaire toute une manipulation de départ comme on avait fait pour la première vidéo pour que vous voyez comment est-ce que j'active tous mes RCS. Voilà. Comme si on partait euh, d'une situation basique où je dois les activer. Donc, avant tout, je vais tout fermer. D'accord? C'est juste pour qu'on reparte de zéro, pour que vous voyez toutes les manips qu'il y a à faire si jamais on se retrouve en situation de, hors de contrôle des SCS absolus, quoi. Ici, j'enlève tous les circuits breakers. Hop, 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 hop. Par ailleurs, on va avoir ici... Bon, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que les barber poles se sont enlevés? Effectivement, ça tombe bien, je vais vous en parler un peu. Euh, Quand on coupe l'électricité, en fait, automatiquement, le barber pole se baisse par défaut. Ce qui ne veut absolument pas dire que la valve est ouverte. Mais vraiment pas, hein. Ça veut pas du tout dire que la valve est ouverte, c'est juste qu'il n'y a plus de jus pour faire monter le barber pole, en fait. Voilà. Voilà, donc là, absolument aucun contrôle de possible sur mes RCS. Il n'y a pas d'électricité ni pour le manche, ni pour les valves prioritaires, ni pour les valves esclaves. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour activer tout ça? On va commencer comme d'habitude. Je vous avais toujours dit que ce sont toujours les switch en dernier. C'est la règle d'or. On commence par d'abord fermer le circuit avec les circuits breakers. Donc je ferme tous les circuits breakers. Ici donc les valves primaires. Ici le réchaud. Ici les valves d'isolation du carburant. Et ici isolation du carburant pour l'ordinateur de bord. Ensuite, je vais passer de ce côté-là. Donc là, l'électricité est revenue, les barber poles m'indiquent dans quelle position ils sont. Il faut déjà que j'ouvre les radiateurs. On va les ouvrir en primaire. Ici, j'ouvre les vannes de carburant primaire qui ouvrent les vannes esclaves de carburant secondaire. J'ouvre toutes les vannes d'hélium pour pressuriser et je passe en affichage ici pour contrôler que tout va bien. Alors on voit qu'il y a un petit peu moins de pression dans B, C et D. Bon, c'est pas très grave. Ok. Ensuite, on va ici. On va revenir ici pour activer. Alors, soit on se met en configuration rotation qui n'est pas compatible pour la translation, soit on se met en configuration translation tout sur MNA, auquel cas on peut aussi faire de la rotation avec. Donc c'est un petit peu la solution facile. En revanche, attention, si jamais on a une panne sur la pile MNA.
Donc simplement pour que vous voyez un petit peu pour l'anecdote, je vais vous placer en rotation. Donc bas, haut, haut, bas, 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 haut, 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 non pardon, bas, haut, bas. Là on est en configuration rotation, la configuration qui est préconisée par la NASA si jamais on a une panne de source de courant. Et c'est tout à fait fonctionnel dans NSSP. Voilà, donc là on est en configuration rotation. Si on veut passer en translation, il faut qu'on mette tout en haut. Pour quelle raison? Eh bien parce que si on se met dans la translation préconisée par la NASA, qui est un petit peu comme la rotation mais un petit peu plus farfelu, il se trouve que NSSP n'a pas implémenté et ça fonctionne pas. Très bien. Il y a quelques problèmes, il y a quelques quads qui se mettent à peu fonctionner. C'est un truc que le créateur du tutoriel a remarqué. Ok, et puis maintenant on n'a plus qu'à activer la translation parce qu'on a envie de l'activer. On active ici le joystick en mode direct. On active tous les RCS en mode manuel. Et ensuite, si jamais on veut faire du Ullage, on n'a plus qu'à activer les circuit breakers du direct Ullage. Et on appuie ici. On peut activer le Ullage. Si jamais on veut observer le delta V, on passe ici en position delta V. Encore une dernière toute petite bricole, on peut changer la sensibilité de tous les indicateurs des FDAI, ces trucs là qui nous permettent d'observer notre taux de rotation. Pour ça, il faut qu'on change ici en 5.5, on est, euh, plus précis qu'en 5.1. Voilà, sur ce je vous laisse vous entraîner.